Salut à toi et bienvenue sur la chaîne d'Instinct Nutrition, une chaîne qui est dédiée essentiellement à te former gratuitement en nutrition et sur ta santé en général pour que tu sois autonome dans ta vie de tous les jours. Aujourd'hui, on va parler du diabète de type 2, de ce que c'est au niveau physiopathologique, mais également de ce qu'on peut faire pour l'éviter. Avant de commencer, je t'invite à mettre un pouce bleu sous cette vidéo si mon contenu te plaît et surtout à t'abonner et activer les notifications à l'aide de la cloche afin de ne rien manquer de la suite des événements. J'ai vraiment besoin de ton soutien pour faire grandir la chaîne et ça me motive à continuer les vidéos. Merci d'avance. Donc aujourd'hui, on va parler de diabète. Évidemment, il y a plusieurs types de diabète. Donc nous, on va se concentrer sur le plus fréquent qui est le diabète de type 2 qui concerne 90% des personnes atteintes de diabète. Pour rappel également, pour ceux qui découvriraient la chaîne aujourd'hui, je suis médecin de profession et donc ce sont des choses qui pour moi me parlent énormément. Je ne vais pas rentrer pour autant dans des termes ultra techniques, mais je vais quand même essayer de vous expliquer la physiopathologie la plus résumée possible de cette maladie afin que vous puissiez comprendre les mesures mises en place pour lutter contre. Donc la définition du diabète de type 2, c'est une hyperglycémie chronique qui s'explique à la fois par une résistance à l'insuline et plus ou moins par un déficit de sécrétion d'insuline par les cellules du pancréas. Pas de panique, on va revenir sur toutes ces notions. C'est une maladie qui a pour une grande part la génétique, mais pas seulement, parce que même si on est génétiquement plus sensible, sans quelques facteurs favorisants, cette maladie n'apparaît pas comme par magie. Elle touche le plus souvent les adultes de plus de 40 ans et qui sont déjà victimes d'un certain nombre de facteurs de risque qu'on appelle facteurs de risque cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, le surpoids ou l'obésité. Et donc, tous ces facteurs font que le diabète de type 2 majore le risque de faire un infarctus, un accident vasculaire cérébral ou encore le risque d'insuffisance rénale chronique. Alors maintenant, voyons un peu ce qu'est l'insuline. L'insuline, c'est une hormone, déjà, qui est sécrétée par les cellules de votre pancréas. Son rôle, c'est de réguler la glycémie. Et qu'est-ce que la glycémie, vous me direz? Eh bien, c'est le taux de sucre qu'on a dans le sang. Mais alors, comment l'insuline fait pour réguler ta glycémie? L'insuline, une fois sécrétée, a le pouvoir de faire rentrer le sucre dans tes cellules, avec pour objectif de nourrir tes cellules, puisque comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le sucre est le principal carburant de ton organisme. Donc, en faisant rentrer ce sucre dans les cellules, elle va permettre à la fois de faire diminuer ta glycémie et en même temps de nourrir tes cellules. Tu comprendras donc assez facilement que l'insuline est une hormone de stockage. Et donc, si tes cellules ont suffisamment reçu de sucre, eh bien l'insuline va quand même devoir faire son boulot et va donc stocker le reste sous forme de graisse et donc de cellules graisseuses qu'on appelle aussi adipeuses. Et si tu m'as bien suivi jusque-là, ça sous-entend une prise de poids. Et alors là, attention parce qu'on rentre dans un cercle vicieux puisque qui dit prise de poids dit création de cellules adipeuses qui seront autant de nouvelles cellules à nourrir en sucre et donc ça demandera une production d'insuline plus importante encore pour aller nourrir ces nouvelles cellules. Du coup, ton pancréas va être sursollicité et tu comprends que au bout d'un moment, il va finir par s'épuiser. L'insuline qu'il sécrétera deviendra alors de moins en moins efficace et c'est ça qu'on appelle l'insulinorésistance. Il y a également un autre facteur qui rentre en jeu, c'est que tes cellules vont devenir de plus en plus résistantes à l'insuline produite en grosse quantité, donc ça participe aussi à l'insulinorésistance. Alors comment faire pour éviter tout ça et rester en bonne santé? Je vais te donner 9 astuces qui sont pour moi les plus importantes dans le but d'éviter tout ça. Tout d'abord, consommer des quantités adaptées d'aliments. Et je parle de quantité, mais bien évidemment, il faut également parler de qualité. Mais ça, on en parle un peu en détail tout le temps. Par quantité, j'entends que, comme je disais au départ, tout ce que tu vas consommer en excès, ton corps va le stocker sous forme de graisse, puisque nos cellules qui ont besoin de nutriments ont une limite, et donc quand elles sont trop pleines, eh bien, elles n'en prendront pas davantage, et ainsi tu vas fabriquer à chaque fois de nouvelles cellules graisseuses. Et sache qu'une fois que tu t'es mis à fabriquer de nouvelles cellules graisseuses, tu rentres dans ce fameux cercle vicieux. Et surtout, ces cellules, même si un jour tu perds du poids, elles ne vont pas entièrement disparaître. Donc, ton corps gardera forcément les traces de cette prise de poids plus ou moins massive qu'il aura subie. C'est pour ça que c'est vraiment important d'agir avant qu'il soit trop tard. Donc, comment on consomme des quantités adaptées? Eh bien, soit en se faisant accompagner au départ pour justement savoir de combien tu as besoin à peu près par jour si tu n'arrives pas du tout à évaluer tes besoins, si tu es déréglé au point que tu manges vraiment 10 fois les quantités que tu devrais manger normalement. Ça peut être utile au début pour se recadrer et se rendre compte des quantités qu'on devrait normalement absorber.
En tout cas, il y a des portions relatives à respecter dans une assiette qu'on appelle l'assiette santé et qui correspond à des portions bien définies de glucides, lipides et protéines. Donc ça, c'est la base et je t'invite vraiment à aller te renseigner sur cette question parce que c'est de là que tout part en nutrition. Attention encore une fois, si on parle de calories, toutes les calories ne se valent pas. On peut prendre 2 aliments qui vont faire 100 kilocalories. Je dis n'importe quoi. Si je prends une pomme et un verre de coca, tu comprends vite que le verre de coca n'équivaut pas à la pomme. Pourtant, tu vas me dire, oui, mais ça fait le même nombre de calories, donc ça fait la même quantité. Oui, c'est bien pour ça que je disais qu'il faut faire aussi attention et surtout attention à la qualité. Puisque manger bien, ce n'est pas manger moins, mais c'est manger mieux. À l'inverse, on peut très bien grossir en mangeant bien si on mange trop de calories. Si je mange du quinoa, des patates douces, des œufs, etc., mais que je mange 3 fois la dose dont j'en ai besoin par jour, je vais grossir quand même. Par contre, j'aurai certainement moins de problèmes que mon collègue qui, lui, grossit en mangeant McDo, soda et fast-food en général. En deuxième, il faut faire la chasse aux glucides raffinés et aux sucres ajoutés. J'en ai parlé déjà dans la vidéo sur les fibres, mais par glucides raffinés, on entend tout ce qui est transformé, c'est-à-dire tout ce qui va être pain blanc, pâte blanche notamment, et les sucres ajoutés, comme leur nom l'indique, tout ce qui est sucre ajouté dans les aliments. Et si tu as la curiosité de regarder les étiquettes, tu verras vite que des sucres ajoutés, il y en a un peu partout et même dans des endroits où on s'en douterait franchement pas. Les sucres, il y en a vraiment assez dans notre alimentation de base. Ce n'est pas la peine d'en ajouter, que ce soit par les industriels ou par nous-mêmes. Il n'y a vraiment pas besoin d'en rajouter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser de produits sucrants parce qu'on est aussi là pour se faire plaisir. On ne va pas manger quelque chose de fade, mais il faut limiter sa consommation de sucre le plus possible et consommer des glucides de bonne qualité, donc riches en fibres. Donc au lieu du pain blanc, mange du pain complet ou du pain au levain, c'est encore mieux. Au lieu des pâtes blanches, eh bien, mange des pâtes semi-complètes, du riz basmati, du quinoa, des lentilles. Surtout, varie tes sources de glucides et moins ils sont transformés, mieux c'est. Quel est le réel problème des glucides raffinés et des sucres ajoutés par rapport au diabète? C'est assez simple, tu l'auras compris, c'est que ta glycémie va exploser et que par rapport à la physiopathologie du diabète que je t'ai expliqué, ça doit faire sens. Le problème majeur, c'est que en dehors du fait que ces sucres ne sont vraiment pas intéressants, ils ont un index glycémique très haut. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est l'index glycémique, pas de panique, je referai une vidéo dessus, mais tu peux déjà aller te renseigner. L'index glycémique, c'est la vitesse à laquelle un aliment va faire monter ta glycémie. Donc, du pain blanc ou des pâtes blanches, ou encore pire, un gâteau industriel bourré de sucre, plus ou moins de gras, va faire exploser ta glycémie en très peu de temps. Et donc, je te laisse imaginer la folie pour ton pancréas et ton insuline et toutes tes cellules qui vont devoir absorber tout ce sucre le plus rapidement possible pour faire diminuer ta glycémie. C'est logique, plus ta glycémie est haute, plus le corps va devoir se battre pour la faire descendre puisqu'il est hors de question que ton corps reste en hyperglycémie comme qu'il reste en hypoglycémie. Le corps est en permanence en train de réguler cette valeur, même si on s'en rend pas forcément compte. Il faut aussi que tu fasses très attention aux graisses. Alors non, il ne faut pas supprimer les graisses de ton alimentation, surtout pas, puisqu'il y a des graisses essentielles dont nous avons vraiment besoin. Par contre, il y a une catégorie de graisses qu'il faut vraiment supprimer ou du moins consommer de façon très occasionnelle parce qu'elles sont vraiment ultra nocives pour la santé. Et là, on est dans une vidéo sur le diabète, mais en fait, c'est nocif pour tout type de maladie cardiovasculaire et aussi pour les cancers. Je te vois venir, mais non, il ne s'agit pas des graisses saturées. Il s'agit des graisses qu'on appelle trans. Donc pareil, si tu t'es jamais renseigné sur la question, regarde ça sur Google, tu trouveras sûrement plein de reportages, plein d'exemples de graisses trans. Mais pour faire simple, tu vois tout ce qui est free, voilà, ça s'arrête là. Elles sont aussi appelées graisses hydrogénées. Et d'où elles viennent? Elles ont été créées par les ingénieurs agroalimentaires. À la demande des industriels, tu sens la merde venir, parce qu'elles sont plus stables et plus faciles à utiliser que les autres. Donc ces graisses trans ou hydrogénées, c'est maintenant largement prouvé, elles sont extrêmement mauvaises
pour ton cœur et tes vaisseaux sanguins puisqu'elle favorise le dépôt de plaques d'athérome. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ces acides gras trans, on en trouve dans énormément de produits. Encore une fois, aie la curiosité de regarder les étiquettes alimentaires. Si tu vois l'huile hydrogénée, tu fuis. Tu peux en retrouver notamment dans tous les aliments pré-frits, dans les margarines, dans les barres de céréales, dans les pâtisseries et biscuits industriels, dans les pâtes à tarte et dans les pâtes à tartiner. Et tu me diras en quoi les graisses trans agissent au niveau du diabète. Et bien, il faut savoir que le gras ralentit la digestion. Donc, c'est quelque chose de formidable, puisque associer des graisses va être très intéressant, par exemple, dans un repas équilibré, composé notamment de protéines et de glucides pour ralentir leur assimilation. Par contre, quand c'est vraiment quelque chose d'extrêmement gras et qu'en plus c'est du mauvais gras, le fait que la digestion soit plus lente va faire durer l'hyperglycémie plus longtemps. Et donc nous, ça nous intéresse pas vraiment, puisque ça va épuiser davantage ton pancréas. Et donc, par extension, les acides gras de mauvaise qualité vont augmenter la résistance à l'insuline. Une autre astuce, c'est de manger des fibres. Donc ça, je vais pas développer parce que j'ai fait une vidéo entière sur les fibres que tu peux retrouver sur ma chaîne. En général, les aliments qu'on estime de bonne qualité contiennent des fibres. Et un repas riche en fibres permet clairement de diminuer l'index glycémique global de ce qu'on a ingéré. Donc, comme je te l'ai expliqué juste avant, tu comprendras pourquoi c'est intéressant. Une autre astuce, c'est de faire du sport. Alors là, tu vas me dire, ouais, mais moi, Manon, le sport... Ok, mais alors faire du sport, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Au moins, ce qu'on appelle de l'activité physique. Et tu sais comme moi que le minimum recommandé, c'est 30 minutes de marche par jour. Et ça, c'est vraiment essentiel. Si tu fais aucun sport, il faut absolument, tu m'entends, que tu marches. Parce que quoi qu'on fasse, la sédentarité, c'est le pire ennemi des maladies cardiovasculaires et des problèmes de santé en général. Et si tu es sédentaire dans ton travail et qu'en plus de ça, tu ne marches pas de la journée, tu auras beau faire ce que tu veux, tu seras en mauvaise santé. Donc, s'il te plaît, fais l'effort de marcher. Ça peut être pendant ta pause de midi, ta pause café, fais le tour du bâtiment s'il faut, j'en sais rien, trouve quelque chose, mais marche. Pourquoi c'est important l'activité physique? Tout simplement parce que les muscles et le foie sont les organes les plus sensibles à l'insuline. Ils vont stocker les glucides et notamment sous forme de glycogène. Ce glycogène est là pour rester disponible en cas de besoin. Notamment quand on va produire une activité physique, ce glycogène pourra être utilisé si on n'a pas assez de sucre en circulation. Je schématise, hein. Donc je te laisse imaginer, si tu t'alimentes mal et qu'en plus tu fais pas d'activité physique, tes muscles et ton foie là, ils sont déjà sursaturés là, ils en peuvent plus, ils sont bourrés de sucre, bourrés de glycogène, ils ont plus de place. Donc l'insuline, elle va pas pouvoir se servir des muscles et du foie pour stocker des glucides encore sous forme de glycogène. Non, non. Elle va stocker directement sous forme de graisse. Et là, c'est urgent d'agir. Un autre paramètre, c'est le sommeil. Il faut dormir suffisamment et avec un sommeil réparateur. Je vais te la faire courte, mais le sommeil, ça régule à peu près toutes tes hormones. Donc si tu dors mal ou si tu fais des nuits blanches, clairement, ça augmente tous les risques de maladies en général. D'ailleurs, moi, je bosse la nuit comme beaucoup de soignants. Donc nous, on sait qu'on va quasiment tous se taper un problème cardiovasculaire, que ce soit hypertension, AVC et tout le reste. C'est d'ailleurs largement prouvé que travailler la nuit diminue drastiquement ton espérance de vie. Si tu dors mal, ça va dérégler le métabolisme du glucose, c'est-à-dire qu'il ne sera plus utilisé et transformé convenablement par ton corps. Et ça va aussi augmenter ton appétit, puisque ça va dérégler une hormone qui s'occupe de la sensation de faim. Donc, si tu as plus faim, tu t'en doutes, tu vas plus manger. Et en plus, si tu manges mal, on rentre encore dans un autre cercle vicieux. Également, le matin, avec un pic à 8 heures, tu vas sécréter l'hormone qui s'appelle le cortisol, qui est l'hormone du stress. Et cette hormone est régulée aussi par le fait de dormir correctement la nuit. Si tu fais un énorme pic de cortisol le matin, eh ben, le cortisol, sache qu'il fait monter la glycémie. D'où également l'importance de gérer son stress au quotidien. Et si on est extrêmement stressé, comme c'est beaucoup le cas dans notre société, essayer de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour réduire ce stress. Ça peut être une thérapie, du sport, de la méditation, des exercices de respiration. Il y a plein d'options qui s'offrent à vous, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Une autre astuce, c'est de bien s'hydrater. C'est assez simple à comprendre. Le sang, c'est un volume dans votre corps. Plus vous êtes déshydraté, plus le sang sera concentré. Le sang contient énormément de choses, notamment des ions comme le potassium, le sodium, le calcium.
mais il va contenir aussi la fameuse glycémie. Donc plus le sang sera concentré, plus tu seras en hyperglycémie. C'est bien, tu suis, tu commences à comprendre. Autre chose qui va un petit peu avec l'hydratation, c'est l'alcool. Bon, ça paraît évident ce que je dis, mais c'est toujours bien de le rappeler. Il faut éviter l'alcool. Pourquoi spécifiquement dans le cas du diabète? Eh bien, puisque l'alcool est métabolisé en glucose par le foie. Tout simplement. L'alcool, c'est du sucre en fait, et ça va donc aggraver ton problème d'hyperglycémie. On sait aussi qu'une alcoolisation aiguë massive va provoquer potentiellement une hypoglycémie réactionnelle, justement à cause de ce phénomène. Beaucoup d'alcool égale grosse hyperglycémie, égale grosse sécrétion d'insuline, égale hypoglycémie réactionnelle. C'est exactement ce qui va se passer avec une prise importante de glucides raffinés ou de sucre simple, et ce qui fait que tu vas avoir une fringale, par exemple à 10 heures, si le matin à 8 heures, tu as mangé des céréales industrielles hyper sucrées avec un Nesquik. Et enfin, la dernière astuce que je te donnerai, c'est d'arrêter le tabac. Et oui, le tabac a aussi des effets néfastes concernant le diabète. Je pense que je ne t'apprends rien, mais le tabac, c'est source d'inflammation, et qui dit inflammation dit mauvais fonctionnement de tes vaisseaux sanguins. Si tes vaisseaux sanguins fonctionnent mal, comme ce sont eux qui sont chargés d'assimiler tous les nutriments, les hormones, les enzymes, tout ce que tu veux dans ton corps, s'ils fonctionnent mal, bah, tu auras des problèmes pour utiliser l'insuline. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dis-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo te plaît, si tu as des questions ou d'autres astuces à donner à la communauté, et prends les choses en main dès aujourd'hui pour commencer à améliorer ta santé, une chose après l'autre. Ciao, ciao.